Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours « Quelle piste pour un monde soutenable ?» La première partie était consacrée à l'espace des problèmes. La deuxième partie est consacrée à l'espace des solutions. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous engage à le faire. Toutes les vidéos et les matériels correspondants sont disponibles sur le site Learning Planet, sur la page du cours. Et on va donc maintenant attaquer cette deuxième partie, l'espace des solutions, avec essentiellement trois parties. Une première qui fait un retour extrêmement rapide sur les grands enjeux auxquels on est confronté, de manière à poser le décor, et puis avec une mise à jour. Une deuxième partie qui est consacrée au principe de la structuration de cet espace des solutions, et puis on terminera avec le chapitrage des cours à venir. Alors pour commencer, je pense qu'il est de bon ton de repartir du modèle des limites planétaires. Le modèle des limites planétaires, c'est ce modèle qui a été conçu par l'équipe de Rockström en 2009 et qui a évolué malheureusement depuis. Donc vous avez les 9 limites qui sont représentées ici, le changement climatique, la biodiversité, l'état des sols, l'état de l'eau, des flux biogéochimiques, c'est-à-dire le cycle de l'azote et du phosphore, l'acidification des océans, les polluants atmosphériques, l'ozone stratosphérique et cette partie-ci, les nouvelles entités, c'est-à-dire l'ensemble des composés chimiques. Comme on peut le voir sur ce modèle, on a maintenant 3 limites qui sont formellement dépassées et qui sont rentrées dans une zone extrêmement dangereuse. La première, en importance et historiquement, c'est l'effondrement de la biodiversité, au moins dans sa composante génétique. La deuxième, c'est le cycle de l'azote et le cycle de phosphore, qui sont maintenant totalement en dehors des limites. Il y a beaucoup trop d'azote et de phosphore qui s'accumulent notamment dans les rivières et les lacs et les mers. Et puis il y a une troisième limite qui est formellement dépassée aussi, et ça c'est un travail récent qui vient d'être publié, qui montre que les composés chimiques qui s'accumulent notamment dans les eaux, les terres et l'atmosphère sont aujourd'hui beaucoup trop nombreux et beaucoup trop dangereux pour la stabilité de la biosphère. Donc on a ces 3 limites qui sont formellement dépassées, qui sont rentrées dans une zone de danger avéré. Et puis il y en a 2 autres qui sont entrées dans une zone de danger et qui s'approchent, qui ont dépassé la zone d'incertitude et qui rentrent dans une zone de danger. Le premier, c'est le changement climatique. Comme on l'a vu dans la première séance, si on dépasse 1,5 degré, a fortiori 2 degrés, on s'approche de zones de bascule qui sont extrêmement dangereuses. Et puis le système terre, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, son utilisation pour l'agriculture et le fait que la répartition des sols entre nous et la biosphère a atteint des niveaux très préoccupants. Donc voilà fondamentalement les différentes limites, leurs usages et les problèmes auxquels on est confronté. Dans cette diapositive est présenté le modèle du donut de Kate Raworth, que j'avais aussi présenté la fois d'avant. Donc pour rappel, c'est une manière assez élégante et très visuelle de voir quelle est la manière de délimiter l'espace juste et sûr pour l'humanité, c'est-à-dire qui permet un développement économique inclusif et durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que notre activité économique, l'activité économique de l'humanité, soit à la fois contenu dans les limites planétaires qu'on vient d'évoquer, parce qu'au-delà de ce plafond, on atteint une dégradation critique de l'environnement. Et il faut en même temps assurer un espace, assurer un certain nombre de services essentiels à l'humanité, qui sont listés ici, donc ce qui représente le plancher social. Si on est en dessous de ce plancher social, cela engendre une privation critique pour les populations. Donc on doit naviguer entre le plancher social et le plafond environnemental. Alors au vu de ce qu'on vient de se dire, et surtout là encore je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes, ce qu'il convient de faire, c'est de transformer fondamentalement la mécanique économique et industrielle de l'humanité, c'est son métabolisme, pour faire plusieurs choses. Ici sont représentés, donc ça c'est la diapositive qui est issue du panel sur les ressources mondiales. Vous avez en rouge le PIB, donc qui est l'indicateur de l'activité économique, en vert le bien-être et la prospérité des populations,
en bleu les ressources naturelles, minérales qui sont nécessaires pour cette activité économique et en vert les impacts environnementaux. Ce que l'on observe, c'est que plus le PIB augmente, plus on vient puiser dans les ressources et plus on augmente les impacts environnementaux. Il s'agit de faire ce triple découplage dans l'avenir, à savoir continuer à augmenter le bien-être sans pour autant augmenter l'activité économique dans les mêmes conditions. Donc ce découplage-là, c'est le découplage de la prospérité. La prochaine partie du cours, le prochain chapitre du cours sera sur cette partie. Et puis, il y a aussi cette nécessité de découpler, c'est d'utiliser moins de ressources pour produire plus de services ou plus d'activités économiques, et surtout d'avoir des impacts environnementaux qui sont réduits, donc ce qu'on appelle un découplage absolu, pour qu'on puisse rester dans les limites planétaires. Donc ces trois découplages, le découplage des impacts, le découplage des ressources, le découplage de la prospérité, sont les trois découplages qu'il va falloir maintenant arriver à faire dans les 30 à 40 prochaines années. Et c'est tout l'enjeu des chapitres que je vais vous présenter maintenant, de voir où on en est là-dessus, quelles sont les pistes de solutions possibles, quelles sont les choses qui sont déjà à l'œuvre, ce que présente la recherche, ce que présentent les politiques publiques, l'innovation sociale, les entrepreneurs, etc. Il y a énormément de gens qui travaillent sur ces sujets depuis maintenant littéralement des dizaines d'années. Le développement durable, si on s'en réfère à sa naissance officielle en 1972, ça fait maintenant 50 ans que les gens sont sensibles, en tout cas qu'une partie de la population est sensible à ces enjeux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu un panorama de l'ensemble de ce qui est possible. Alors par petites touches, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. On va regarder un certain nombre d'éléments et pour pouvoir bien caractériser les solutions possibles, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter les grands principes qui m'ont permis de cartographier cet espace des solutions. Quels sont les principes sur lesquels je me suis basé pour retenir les éléments qui me semblent importants pour établir cet espace des solutions. Alors, il y en a fondamentalement 5. Le premier, les solutions doivent être systémiques, c'est-à-dire qu'elles doivent tenir compte de l'ensemble de l'espace des problèmes. C'est la meilleure manière d'identifier les bons leviers, parce que si on n'a pas une compréhension de l'ensemble des problèmes, il y a la possibilité de créer une solution, de mettre en place un dispositif qui va avoir des effets délétères sur d'autres aspects du problème. C'est ce que j'appelle ici une approche intégrée. Il faut pouvoir penser les effets positifs et négatifs sur les autres objectifs du développement durable, sur les autres composantes de la durabilité. Et donc on voit bien que si on n'a pas une vision systémique, il est difficile d'avoir une approche intégrée. Alors pour la partie scientifique, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que toutes les expertises sont nécessaires. On va en voir un exemple. Ça paraît évident, mais dans la réalité, c'est extrêmement compliqué à mettre en place et c'est aussi une belle piste d'avenir. Les approches doivent être complémentaires, c'est-à-dire qu'une combinaison d'approches différentes est à privilégier plutôt qu'une solution unique. Pourquoi ? Parce que depuis le temps qu'on cherche les solutions uniques, on n'en a pas trouvé. Et parce qu'au lieu d'avoir quelque chose qui fait 100%, si on a quelque chose qui fait 5%, c'est pas beaucoup. Mais si on en a 20, ça fait 100% si elles sont vraiment additives. Donc on voit qu'en coupant le problème en petits bouts et en essayant de trouver des solutions adaptées à des petites échelles ou à des degrés plus inférieurs, on arrive éventuellement à reproduire un modèle qui peut être intéressant. Et puis, je vais vous présenter aussi pourquoi est-ce qu'elles doivent être agnostiques, ces solutions. C'est parce qu'elles doivent explorer à la fois la sobriété, comment est-ce qu'on va réduire notre consommation, les flux de matière, les flux d'énergie, comment est-ce qu'on peut jouer sur les changements culturels, comment est-ce qu'on peut changer de mode d'organisation et comment est-ce qu'on peut inventer des nouvelles technologies ou des nouveaux systèmes. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble, a fortiori parce qu'on est dans une approche complémentaire et qu'elles viennent se renforcer si on agit sur plusieurs leviers. Alors pour les approches systémiques, j'ai proposé de mettre sur cette slide d'abord la figure Ignacy Sachs. Et Ignacy Sachs, c'est l'un des pères fondateurs du développement durable. C'était
personne qui a joué un rôle très important dans les années 70, donc notamment en 72, lors de la prise de conscience aux Nations Unies des enjeux liés à la durabilité. Et c'est l'un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé le développement durable en français. Alors, développement durable, c'est un mot qui est maintenant galvaudé, mais qui est une traduction d'un mot anglais qui était Sustainable Development, le développement soutenable. C'est les sources de la soutenabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir une activité économique et sociale qui ne dépasse pas les capacités de production et de régénération de la planète. C'est vraiment quelque chose qui est né il y a une cinquantaine d'années et qui est, alors bien que ça soit galvaudé, je le remets ici parce que c'est vraiment un visuel intéressant pour cette approche systémique. Pour que un développement humain soit soutenable, il faut qu'il soit à la fois respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qu'il préserve les espaces, la diversité des espèces et économise les ressources naturelles. On l'a vu avec les limites planétaires. Il faut que l'économie puisse créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles. Et on a vu aussi dans les épisodes précédents à quel point c'était important, notamment pour les pays qui sont en voie de développement. Et puis, la société doit satisfaire les besoins essentiels. On retrouve là les éléments mentionnés par Kate Raworth. C'est l'un et l'autre, parce que si 2 à 2, on a une diminution, un effondrement de l'environnement, une érosion des ressources, une économie qui ne marche plus ou une société qui se délite, dans tous les cas, on a des crises très dures qui vont aggraver les phénomènes, et notamment les phénomènes environnementaux. Alors, pour la partie intégrée, j'ai repris cette diapositive qui vient de Ambition Action, qui liste les liens et les interdépendances entre les objectifs de développement durable. Donc à gauche, des mesures politiques qui peuvent être prises par exemple sur l'électricité, la chaleur, les transports, les bâtiments, et à droite, les objectifs de développement durable correspondantes. Et on voit qu'une grande partie, voire toutes, de ces actions vont avoir d'autres actions, c'est-à-dire pas simplement sur l'ODD correspondant, c'est-à-dire à l'énergie, mais tout ce qui va toucher à l'énergie va aussi avoir des impacts sur la pauvreté, la faim, le système économique, la manière d'organiser la ville, etc., etc. Donc dans une approche systémique, on doit avoir des systèmes intégrés pour éviter que lorsqu'on prend une décision dans un domaine, on ait des effets délétères dans un autre domaine. Et à contrario, on espère bien que cette interdépendance puisse permettre d'identifier des endroits où, quand on fait quelque chose dans un domaine, eh bien, ça a un avantage aussi dans un autre domaine. Donc, typiquement, si on isole les bâtiments, même si ça coûte cher, c'est beaucoup mieux pour les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi beaucoup mieux pour la pauvreté, puisque bon nombre de passoires thermiques sont habités par des gens qui sont en grande nécessité. Alors, pour la dimension interdisciplinaire, c'est toujours difficile à représenter, mais donc ça, c'est un papier qui a maintenant une dizaine d'années, mais qui montre, c'est une représentation des champs de recherche. Donc, chaque petit point, c'est un champ scientifique. Qu'est-ce que ça illustre? Le fait que le savoir, aujourd'hui, est morcelé dans des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de champs ou de sous-champs, avec des expertises très, très diverses. Donc, l'activité de recherche, elle est multiple, elle est extrêmement riche, mais elle est aussi, comme vous pouvez le voir, cloisonnée. C'est par exemple les personnes qui s'intéressent à la dermatologie travaillent assez peu avec ceux qui travaillent dans les polymères ou la minéralogie. Alors vous me direz, c'est tout à fait normal, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est à la fois la complexité du système de l'appareil de recherche humain en cours. Donc juste pour avoir un ordre d'idée, c'est plusieurs millions de publications par an et ça augmente chaque année. Donc personne ne peut tout savoir, personne ne peut tout connaître. Cette fragmentation des savoirs est extrêmement importante et elle aboutit aussi au fait que pour un problème donné, on peut retrouver dans différentes disciplines des objets de savoir, des connaissances qui peuvent être utiles à mobiliser pour pouvoir déchiffrer un problème ou pour pouvoir apporter une solution. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un papier qui est publié il y a 2 ans sur la séquestration du carbone et sur le travail interdisciplinaire autour de cet objet. Le travail sur la séquestration du carbone en Afrique mobilise, compte tenu de la complexité des acteurs et des disciplines qui sont mises en jeu, elle va mobiliser des champs scientifiques qui vont des sciences politiques à la géométrique et à la géographie, qui vont de l'anthropologie à l'agronomie et la pédologie, à la science des sols, etc., etc. Donc on a une très grande diversité de champs scientifiques
tous doivent interagir et trouver les moyens d'une expression commune pour pouvoir développer des outils de connaissance ensemble et construire des référentiels, des systèmes, des solutions dans lesquels on va pouvoir trouver des solutions intégrées au problème qui est posé. Le principe de la complémentarité, il est à la fois simple et à la fois visuellement ici, on voit bien que ce n'est pas si simple. Puisqu'on a de nombreux problèmes, on a de nombreuses solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je vous ai représenté les sources de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est issu d'un cours sur le climat dont vous aurez le lien dans la description qui est assez exceptionnel, qui est fait par Drawdown Project. Donc là, vous avez la représentation des gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la production électrique, c'est 25% à peu près, donc c'est un quart. On a un autre quart qui vient de l'agriculture et de l'utilisation des sols. On a un petit quart qui vient de l'industrie et puis un autre gros quart qui fait l'ensemble du reste, donc notamment les transports, le bâtiment et tout le reste. Donc on a un problème avec au moins 4 gros composants. Mais dans ces composants, à ce moment-là, on peut rentrer dans plus de détails. Et puis il y a même une vision où on va encore plus loin. La production électrique, c'est celle qui est utilisée dans les bâtiments, mais aussi celle dans l'industrie, etc., etc. La déforestation, ce n'est pas la même chose que l'oxyde nitreux qui vient des engrais, ou bien encore les flatulences, enfin plutôt les rots des vaches. Donc là, on a l'ensemble, un ensemble à gros traits. Et on voit bien que si on veut arriver à résoudre le problème du changement climatique, c'est-à-dire arriver à arrêter totalement les émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas avoir une quantité de gaz à effet de serre émise qui correspond à celle qui est absorbée, donc avoir net zéro. Pour avoir net zéro, il faut que tout ça soit réduit. Donc il nous faut des solutions pour l'électricité, des solutions pour l'agriculture, des solutions pour l'industrie, les transports, les bâtiments, etc., etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, l'ensemble de ces points qui font entre 1 et 10%, tous doivent trouver des solutions qui sont à la fois capables de réduire drastiquement ces émissions, mais aussi d'être socialement acceptables et d'être finançables. Alors le dernier principe, c'est le principe les approches doivent être agnostiques. Alors pour l'illustrer, j'ai pris ces deux livres qui évidemment tout opposent. Le premier, donc la Halte à la croissance, le rapport du Club de Rome en 1972, qui s'appelle Limit to Growth et qui a été revu et corrigé il y a quelques années et qui montre que les trajectoires telles qu'anticipées dans les 70, on est parfaitement aligné dessus. Donc, Limit to Growth, halte à la croissance, que dit ce rapport? Que globalement, on puise tellement dans les ressources, on accumule tellement de pollution que le système n'est pas durable et qu'il faut dès à présent arrêter systématiquement, réduire au maximum notre consommation, changer nos appareils de production pour réduire. Et donc le facteur le plus important, c'est celui de la sobriété dans la consommation. Il y a un deuxième, alors le deuxième livre, c'est celui de Peter Diamandis, qui est une figure importante de la Silicon Valley, qui a créé la Singularity University aux États-Unis. Et lui pense au contraire que l'innovation technologique va permettre de dépasser l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté. Et donc lui prédit plutôt une abondance. Donc on a dans un cas des approches qui sont centrées sur être plus économe et plus sobre, et dans une autre, une approche qui est être beaucoup plus dans l'innovation et inventer des nouvelles manières de faire. Donc c'est ce que j'ai résumé de façon très très caricaturale et schématique, hein. J'en suis bien conscient, mais c'est pour faire comprendre. Dans un cas, pour pouvoir mieux vivre ensemble, il faut faire moins et adopter une plus grande sobriété. Dans un autre cas, il faut faire peut-être autant, voire plus autrement, et c'est l'innovation technologique qui va nous sauver. Donc, pour être toujours caricatural, d'un côté vous avez la décroissance, de l'autre vous avez la croissance verte. Alors une autre manière de présenter ça, c'est ce schéma de valeur différent, à savoir la position qu'on a par rapport à la technologie et ce qu'elle va être capable de faire, va indiquer un certain nombre
va indiquer un certain nombre de solutions ou va orienter la réflexion sur qu'est-ce qu'il est possible de faire comme type de solution. Donc si on commence par le moins et la sobriété, ben, la première des choses à faire, c'est bien évidemment de réduire. On peut réutiliser, on peut optimiser, on peut recycler. On voit que tous ces mots-là sont vraiment dans ce registre-là. Et puis, si à l'autre bout du spectre, on peut substituer, transformer, innover, réagencer. Donc, l'un va plutôt avoir tendance à se reposer sur une évolution culturelle, une évolution de la demande, une évolution de la consommation, et l'autre plutôt sur une transformation technique, sur une transformation de la production. Là encore, bien évidemment, il faut les deux, et c'est la combinaison des deux qui va nous permettre d'atteindre, de nous rapprocher des objectifs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas simplement, enfin, ce type de modèle ne fonctionne pas que pour l'innovation technologique, ça fonctionne aussi pour le rapport avec la nature. Dans un cas, vous avez par exemple la Deep Ecology, qui est pour conserver au maximum les forêts, les océans et les différents écosystèmes. Et puis, vous avez différents intermédiaires entre conserver, protéger, restaurer, voire développer de nouveaux systèmes. Et on le verra dans d'autres vidéos plus tard, l'ensemble de ces verbes correspondent à des actions politiques, à des mises en place et sont en cours actuellement. Alors pour explorer cet espace des solutions, donc la deuxième partie de ce cours, j'ai essentiellement pris des informations dans 3 grands domaines. Le premier, ce sont les articles de recherche. Les articles de recherche, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont un intérêt, c'est qu'ils sont publiés et ils sont évalués par les pairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque article qui est publié est revu par des spécialistes du champ, et donc il y a en moyenne moins d'erreurs que si personne ne le lit. Donc c'est ce qui sert de construction de base de connaissances. Ça permet de voir si le savoir évolue, et les choses qui étaient vraies à un moment donné le sont moins, et ça permet de faire évoluer le socle des connaissances communes. Donc les articles de recherche représentent un point important, mais il y en a tellement et il y a tellement de sujets que évidemment on ne peut pas tout couvrir. Donc il y a une autre source qui est très importante, ce sont les rapports de synthèse et d'expertise. Ce que j'appelle rapport de synthèse d'expertise, c'est par exemple le rapport du GIEC, IPCC, sur le climat qui fait autorité. Vous avez des milliers de chercheurs qui font ce travail très important d'identifier quels sont les articles qui correspondent sur tel sujet, quelles sont les avancées notables, où est-ce que les incertitudes ont diminué, quelles sont les nouvelles informations importantes, etc. Donc les compilations des travaux de recherche à un niveau national ou international, ça permet de donner une base de recherche, ça permet de donner une base de connaissances qui permet d'avancer et de voir un petit peu quelles sont les tendances. Alors il y en a beaucoup, et je vous en présenterai quelques-uns au cours de ce cours. Et puis, pour ne pas rester dans le textuel, j'ai agrémenté ici ou là de quelques exemples que je trouve intéressants de ce que j'ai appelé des innovations de rupture, mais qui peuvent être innovations pas nécessairement au niveau technologique, ça peut être culturel, organisationnel et technologique. Ce qui me paraît important, c'est le potentiel de ces nouvelles idées, ou de ces nouveaux prototypes, ou ces nouvelles manières de faire, le potentiel, qu'elles soient à l'état non encore déployé, ou qu'elles soient en cours de déploiement ou d'expérimentation. Donc là, je vous le mettrai systématiquement, quand c'est le cas, parce qu'il y a une différence de degré entre est-ce que c'est un travail en chambre, c'est un article de recherche, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un savoir qui a été synthétisé par des chercheurs ou des experts, ou est-ce que c'est une expérimentation? Alors ici, vous avez quelques-uns des rapports sur lesquels je me suis basé pour vous présenter l'espace des solutions, les non exhaustifs. Très rapidement, il y a le rapport sur la faisabilité de la transformation du Stockholm Resilience Center. Le Stockholm Resilience Center, c'est celui où travaillait Johan Rockström il y a quelques années. Le World Happiness Report, qui est une sorte de grand rapport qui est publié chaque année sur l'état du bonheur et du bien-être des pays dans le monde. Le rapport du World Resources Institute, qui est un think tank américain, sur comment créer une alimentation durable, qui a été dirigé par Tim Searchinger, qui est un spécialiste de la question.
le rapport de l'UNESCO qui vient de paraître sur les nouvelles formes de l'éducation et sur comment est-ce qu'on doit transformer l'éducation pour un monde soutenable. Et puis, probablement les deux plus connus, l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité et puis l'IPCC qui est le GIEC tout court. Donc le climat et la biodiversité, ce sont deux rapports qui sont écrits par des milliers de chercheurs qui travaillent ensemble à voir quel est l'état de l'art du problème et des solutions possibles. Donc, maintenant qu'on a dit ça, il reste à synthétiser fondamentalement les 4 grandes idées que je vais essayer de développer dans les cours qui viennent. La première, c'est que si on veut pouvoir transformer le monde dans lequel on est et se mettre sur une trajectoire plus soutenable, on doit changer d'objectif. C'est clair que d'avoir comme seul objectif une croissance économique sans vraiment savoir pourquoi, ça ne va pas fondamentalement nous aider. Il faut construire des nouveaux indicateurs de développement qui soient émancipateurs, régénératifs et inclusifs. Et c'est quelque chose que je vais développer dans la vidéo qui vient. Les 3 autres leviers systémiques sont, alors, il faut évidemment transformer l'économie, encourager la sobriété et la circularité, assurer une croissance exponentielle des énergies décarbonées, si on veut pouvoir rester sous les 2 degrés, a fortiori sous les 1,5 degré, et puis soutenir massivement l'innovation, parce que comme on va le voir, même si beaucoup de choses est faites, on n'est pas entièrement sorti des ronces. Pour la biosphère, il faut accélérer la protection des écosystèmes, massivement, on verra les chiffres. La transformation des systèmes agroalimentaires et la restauration des espaces dégradés, c'est vraiment tout un système qu'il faut remettre à plat et transformer. Et tout ça ne sera pas possible si on n'a pas une transformation culturelle et dont l'éducation est un très bon vecteur, même si ce n'est pas le seul. Et donc ce que j'ai essayé de synthétiser d'une phrase qu'on utilise beaucoup au Learning Planet Institute, il faut apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Alors, ce qui nous amène aux différents chapitres à venir. Donc, dans une première partie, on va s'intéresser aux nouveaux indicateurs, aux nouveaux objectifs de prospérité. Enfin, comment est-ce qu'on va réconcilier croissance et prospérité. Dans une deuxième série de vidéos, on va regarder comment stabiliser le climat et notamment en changeant de système énergétique, mais pas seulement. Il y a d'autres composantes qu'on verra dans d'autres vidéos. Celle d'après sera consacrée à la biosphère et à sa régénération. Qu'est-ce que ça implique, notamment pour transformer les systèmes agricoles. Donc on verra comment nourrir l'humanité. Et puis il y aura une vidéo qui sera sur la réorganisation et la transformation du métabolisme humain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit réinventer ou réorganiser nos espaces, réorganiser nos villes, nos systèmes industriels et donc réinventer nos manières de produire. Et puis les 2 dernières vidéos seront plus focalisées sur les changements culturels. La première sur l'évolution de nos sociétés, ce qui est déjà à l'œuvre et ce que l'on peut attendre dans les années qui viennent. Et la dernière, enfin, sera consacrée à la transformation de l'éducation qui est nécessaire pour qu'on puisse mener à bien l'ensemble de ces chantiers. Merci et à bientôt.